Chapitre 13. Le train fantôme. David traversa le champ en courant. L'herbe lui arrivait jusqu'aux aisselles. Derrière lui se trouvait le bateau, non pas amarré à la jetée, mais encastré dedans. La traversée n'avait pas été de tout repos. Une nuit avait passé, avec le brouillard, les courants marins et les instruments de bord inconnus. Il avait fallu plus longtemps que prévu pour traverser et le jour tombait déjà lorsque David avait heurté la côte du Norfolk. Il avait dû attendre l'aube du lendemain dans la cabine encombrée. Aux premières lueurs du matin, il s'était aperçu qu'il avait touché terre exactement à l'endroit où on les avait embarqués la première fois. Le champ montait doucement vers le moulin à vent, au mur d'un blanc éclatant que David avait remarqué à l'allée. De plus près, le bâtiment apparaissait désert et délabré, battu par le vent et la pluie. Les ailes n'étaient plus que des armatures en bois tordues, comme des squelettes d'oiseaux. Le moulin était depuis longtemps désaffecté. Un peu plus loin, David découvrit une route et il s'y posta, titubant, gelé et épuisé. Une voiture le dépassa à vive allure. Il cligna les yeux. Il avait presque oublié à quoi ressemblait une voiture ordinaire. David regarda anxieusement derrière lui. Personne n'avait pu le suivre, mais avec Groucham Grange, on n'était sûr de rien. Il devait rejoindre au plus vite une ville, la civilisation. Il n'avait pas d'argent, cela impliquait donc de faire de l'autostop. David leva le bras et le pouce en l'air. Quelqu'un allait sûrement s'arrêter. Il fallait que quelqu'un s'arrête. 77 voitures passèrent. David les compta. Non seulement les conducteurs ne s'arrêtaient pas, mais ils accéléraient, apparemment pressés de l'éviter. Qu'y avait-il en lui qui clochait? Il n'était qu'un garçon de 13 ans, comme les autres, épuisé et perdu, qui faisait l'autostop. 13 ans. Bon anniversaire, murmura-t-il, la mine maussade. Il fit une nouvelle tentative. La 79e voiture s'arrêta. C'était une Ford Cortina, rouge, conduite par un gros homme jovial qui s'appelait Horace Tobago. Monsieur Tobago était représentant de commerce. Il vendait des farces et attrapes et du matériel de magie, et n'avait pas besoin de le préciser. Le bonbon qu'il lui offrait était en savon, et la boîte à gants contenait 2 tourterelles, un lapin et un chapelet de saucisses en caoutchouc. Alors, d'où viens-tu? Questionna Horace Tobago, en levant le menton, ce qui eut pour effet de faire tourner son nœud papillon. De l'école, marmonna David. Tu as fait une fugue? Dit Horace en levant les sourcils. Oui, admit David. Je dois aller au commissariat de police. Pourquoi? Je suis en danger, monsieur Tobago. C'est une école de fous, ils se trouvent sur une île, ce sont tous des vampires, des sorcières et des fantômes. Et ils veulent que je devienne l'un d'entre eux, il faut les arrêter. Ha ha ha. Horace Tobago riait, ou plutôt hennissait. Sa figure devint écarlate et la fleur de la boutonnière projeta un jet d'eau sur la pare-brise. Tu es un petit plaisantin aussi, n'est-ce pas, David? S'exclama-t-il enfin. Un drôle de farceur. Je pourrais peut-être te vendre des boules puantes. Mais c'est la vérité, protesta David. Bien sûr, bien sûr. Et moi je m'appelle le comte Dracula s'esclaffa le représentant en force et attrape. Des vampires et des sorcières, non mais sans blague. Sacrée blague, mon ami, sacrée blague. David descendit de voiture à la première ville, Hunstanton. Monsieur Tobago avait tellement ri pendant le trajet que des larmes roulaient sur ses joues et qu'une fausse verrue était tombée de son menton. David attendit que la voiture eût disparu pour se mettre en route. Hunstanton était une station balnéaire sans doute très colorée et très animée l'été, mais sinistre hors saison. Un fatras de toits et de tours en ardoise grise, de boutiques et de pavillons accrochés sur le flanc d'une colline qui descendait vers une mer froide et houleuse. Le long du quai s'agglutinaient de nombreux bateaux de pêche, à moitié ensevelis sous leurs propres filets et qui semblaient pris au piège comme les poissons qu'ils étaient censés pêcher. Au loin, des bâches grises et des baraques en bois entouraient ce qui devait être l'été une fête foraine. Mais, par cette journée sans soleil de printemps, rien ne pouvait moins ressembler à une fête. David devait trouver le commissariat. Une idée fort désagréable lui vint soudain à l'esprit. Horace Tobago n'avait pas cru un seul mot de ce qu'il lui avait dit. Pourquoi les policiers le croiraient-ils? S'il entrait dans le commissariat en racontant des histoires de sorciers et de magie noire, il le prendrait sûrement pour un sacré menteur, ou pour un fou échappé de l'asile. Pire, il risquait de l'arrêter et d'appeler l'école. On sait bien que les adultes ne croient jamais les adolescents de 13 ans. David regarda autour de lui. Il était juste devant la bibliothèque municipale. Saisi d'une brusque impulsion, il y entra. Au moins, cela, il pouvait le faire, en apprendre davantage. Plus il en saurait, plus il pourrait argumenter, et les livres étaient un bon point de départ. Malheureusement, le rayon sorcellerie de la bibliothèque de Hunstanton n'était pas très fourni. En fait, il n'y avait que 3 ouvrages, dont 2 s'étaient malencontreusement égarés du rayonnage voisin consacré à l'artisanat. Mais le 3e, et donc unique, semblait prometteur. Il s'intitulait Magie noire en Grande-Bretagne, par une certaine Winnie H. Zoostrout. David feuilleta le livre, puis s'installa à une table pour l'examiner plus en détail.
Société de sorciers. Rassemblement de sorciers, généralement au nombre de 13, ou un multiple de 13. La raison en est que le chiffre 12 est souvent considéré comme un nombre parfait. Le 13 signifie donc la mort. 13 est aussi l'âge auquel un novice est introduit dans la société. Initiation. Un nouveau sorcier, ou une nouvelle sorcière, est souvent tenu de signer son nom dans un registre noir qui sera conservé par le maître. La coutume veut que le novice signe son nom avec son propre sang. Une fois son nom signé, le ou la novice reçoit un nouveau nom. C'est le nom du pouvoir, et il doit être emprunté à un ancien comme marque de respect. Sorcier. Il existe en Grande-Bretagne de célèbres sorciers, et notamment Roger Bacon, connu pour avoir marché entre les deux clochers d'Oxford, Bessie Dunlop, brûlée vive dans le comté d'Ayrshire, William Rufus, grand maître sorcier du XIIIe siècle. Sabbat. Le sabbat du sorcier se tient à minuit. Auparavant, les membres s'enduisent la peau d'un baume à base de ciguë et d'aconite. Le baume provoque un état de transe et, dit-on, aide à libérer les pouvoirs magiques. Magie. Le tour de magie le plus connu s'appelle loi de la ressemblance. Une figurine de cire symbolise la personne victime de la colère de la sorcière. Tout ce que subit la figurine, la victime humaine le ressentira. L'outil le plus puissant du sorcier est le démon familier, une créature qui agit comme une sorte de serviteur diabolique. Le chat est le plus courant des démons familiers, mais d'autres animaux ont été utilisés tels que le cochon ou le corbeau. David perdit toute notion du temps en lisant ce livre. À la fin de l'après-midi, il avait appris tout ce qu'il désirait savoir sur Grouchem-Grange, et aussi beaucoup de choses qu'il ne souhaitait pas. L'ouvrage lui réserva une dernière surprise. Au moment où il apprêtait à le remettre sur l'étagère, le livre tomba et s'ouvrit à ses pieds. Ses yeux s'arrondirent de stupéfaction lorsqu'il aperçut ces mots. Grouchem-Grange, voir note de l'éditeur. Curieux, David se reporta à la dernière page de l'ouvrage où il lut. Quand elle écrivait ce livre, Winnie H. Zoetrout partit dans le comté du Norfolk pour faire des recherches sur Grouchem-Grange, la légendaire académie de sorcellerie, où les jeunes novices apprenaient l'art de la magie noire. Malheureusement, Miss Zoetrout ne revint pas de son voyage. Sa machine à écrire fut retrouvée rejetée par la mer, sur le rivage, plusieurs mois après. Par respect pour sa mémoire, les éditeurs ont décidé de laisser ce chapitre blanc. Une académie de sorcellerie. Les mots résonnaient encore dans la tête de David lorsqu'il quitta la bibliothèque. Mais quelle autre vocation pouvait avoir Grouchem-Grange? Latin parlé couramment, fabrication de figurines en cire, préparation de mets étranges, études religieuses vraiment très peu catholiques, tout coïncidait. Mais David n'avait jamais voulu devenir sorcier, alors pourquoi l'avait-on choisi? Il descendit la rue principale. Les magasins s'apprêtaient à fermer leurs portes. Un mouvement furtif attira son attention. D'abord, il crut avoir rêvé. Puis il aperçut à nouveau une silhouette difforme se glissant derrière une voiture en stationnement. Grégor. D'une façon ou d'une autre, le nain avait réussi à gagner Hunstanton, et David se douta pas un instant qu'il fût à sa poursuite. Sans réfléchir, il s'élança et dévala la colline en direction de la mer. Si on le retrouvait, David savait qu'on le tuerait plutôt que de le laisser raconter son histoire. Il avait déjà assassiné au moins 2 personnes. Combien d'autres avaient échoué dans le cimetière de l'île du Crâne plutôt que prévu? David attendit d'avoir atteint le front de mer pour reprendre son souffle et son calme. Une coïncidence. Ça ne pouvait qu'être une coïncidence. Grégor devait sûrement faire des courses ou rendre visite à un ami. Personne à l'école ne pouvait savoir où il se trouvait précisément à Hunstanton. À quelques mètres de là, Grégor gloussa de rire. Assis sur un muret de briques, le bossu l'observait de son œil de lynx. Il tira un objet de sa ceinture. C'était un couteau, avec une lame d'au moins 15 cm de long, qui jetait un éclat menaçant. Sans cesser de ricaner, le bossu lécha la lame. David tourna les talons et reprit sa course. Il ne savait pas où aller. Le monde entier semblait vaciller et trembler chaque fois que son pied effleurait le ciment froid. Tout ce qu'il entendait, c'était son souffle haletant. Il jeta un coup d'œil en arrière. Le nain avait disparu. Hunstanton était loin maintenant. Il avait atteint le bout de la promenade du front de mer. Des tentes affaissées et des cabanes de bois gauchis l'entouraient. La fête foraine. « Un petit tour, mon garçon ?» Le vieil homme portait un manteau élimé. Une cigarette pendait au coin de la bouche. Il se tenait près du train fantôme. 3 voitures, une bleue, une verte et une jaune, étaient arrêtées dans la courbe des rails. « Un tour ?» David regarda le front de mer. Aucun signe de Grégor. « Un tour d'essai !» insista le vieil homme secoué par une quinte de toux, en écrasant sa cigarette. « Tu as de la chance d'être arrivé au bon moment. Je t'offre un tour gratuit. Non merci. » Au même moment, David aperçut Grégor. Celui-ci ne l'avait pas encore repéré, mais il le cherchait, le couteau toujours à la main, à hauteur de hanche, la lame relevée. David sauta dans la première voiture. Il lui fallait se cacher. Quelques minutes dans le train fantôme peuvent suffire. En tout cas, Grégor ne le suivrait pas là. « Accroche-toi !» lança le vieil homme en pressant un bouton. La voiture fut propulsée en avant.
Une seconde plus tard, elle heurta les portes battantes qui s'ouvrirent puis se refermèrent derrière elle. L'obscurité engloutit David. Il eut l'impression de suffoquer. Puis une lumière s'alluma derrière un crâne en plastique et il put à nouveau respirer. Le crâne était supposé l'effrayer. Il provoqua l'effet inverse en lui rappelant qu'il ne s'agissait que d'un divertissement. Une attraction bon marché de fête foraine avec des masques en plastique et des ampoules de couleur. Un haut-parleur grésilla en diffusant un ouh enregistré qui arracha même un sourire à David. Une lumière verte clignota. Une araignée en caoutchouc se mit à tressauter au bout du fil trop visible. David sourit de nouveau. Puis la voiture plongea dans un abîme. La descente dans les profondeurs dura si longtemps que le vent ébouriffa les cheveux de David et qu'il fut plaqué sur son visage. Au dernier moment, alors qu'il était certain de s'écraser au fond, la voiture ralentit comme si elle s'enfonçait dans un coussin d'air. « Dol de petit trou », murmura-t-il pour lui-même. Et ce fut un soulagement pour David d'entendre sa propre voix. Une autre lumière s'alluma. Un autre crépitement se fit entendre. Mais s'agit-il réellement des haut-parleurs? Le son semblait trop réel. Puis David perçut une odeur moite de marée. Avant la chute vertigineuse, il sentait les rails sous la voiture. Maintenant, celle-ci semblait flotter. Une silhouette surgit des ténèbres, un mannequin dans un manteau noir. La silhouette leva la tête et David comprit. Ce n'était pas un mannequin, mais un homme, et un homme qu'il connaissait bien. « Croyais-tu vraiment nous échapper ?» demanda M. Kilgrow. Le train fantôme glissa encore, silencieusement. Madame Wintergast surgit de l'ombre. « Je ne t'aurais jamais cru si stupide, mon cher enfant, » dit-elle de sa voix chantante. David frémit. La voiture bondit, poussée par une force invisible, et David se retrouva face à M. Fitch et M. Tiggle, éclairés par une douce lumière bleue. Une grande déception, M. Fitch. Un désastre, M. Tiggle. Mademoiselle Pédicure pointa son doigt sur David en secouant la tête. Monsieur le loup, mi-homme, mi-loup, poussa un hurlement. Monsieur Creer, pâle et presque transparent, ouvrit la bouche pour parler, mais un flot d'eau de mer en jaillit. David était condamné à rester assis là, respirant à peine, agrippé au rebord de la voiture du train fantôme qui poursuivait sa course tandis que tous les professeurs de Groucham-Grange défilaient devant lui. Une fumée noire commença peu à peu à s'enrouler autour de ses chevilles et il distingua au loin une lueur rouge, de plus en plus lumineuse à mesure qu'il s'en approchait. Et tout à coup, un choc se produisit à l'arrière de la voiture. David aperçut deux mains agrippées au rebord de fer, les doigts très serrés, mais les mains n'étaient rattachées à aucun bras. David hurla. Le train fantôme franchit un second barrage de portes. La lumière rouge explosa devant ses yeux et devint un immense soleil couchant. Une brise fraîche lui caressa les cheveux. Au loin, tout en bas, les vagues se brisaient contre les rochers. Le train fantôme l'avait reconduit sur l'île du Crâne. La petite voiture jaune était perchée tout en haut de la falaise, sur l'herbe verte. Il n'y avait ni rail, ni mannequin, ni fête foraine. C'était le soir de son 13e anniversaire, et la nuit se refermait sur lui.